bonheur, c'est sans la cravate, Alexandre. Parfait. Bien, benvenuto a tutti, bienvenue à tous. Merci, merci d'être là. Je suis Frédéric Casabianca, le président du groupe de la NDRH Provence, et très heureux de vous accueillir pour ce 25e colloque franco-italien, 25e, ici à Marseille. Avant de vous en dire plus sur le déroulement de la journée, je me suis dit que je voulais revenir un peu sur le colloque de l'année dernière à Nice. Je ne sais pas qui était là déjà l'année dernière, si vous pouvez lever la main, ceux qui étaient là l'année dernière. Et moi, je me souviens du démarrage, là, à l'instant même, où Jean Blandin, le past président du groupe Azur, prenait la parole et finalement nous avait fait part de son émotion et de son soulagement à voir enfin cette journée démarrer. Et pour avoir participé à plusieurs colloques, j'avais trouvé ça assez original, assez surprenant quand même. Et j'ai compris, notamment au cours de cette année, de tous ces derniers mois, que quand même c'était un sacré boulot. Voilà. Et donc je me suis dit que j'allais à peu près faire la même chose, une sorte de thérapie de groupe avec 100 personnes, c'était très bien. Bon, un colloque, ça ne s'organise pas seul. Heureusement, ça s'organise avec toute une équipe. Une équipe à la fois du groupe Provence, une équipe des autres groupes concernés, c'est-à-dire le groupe Côte d'Azur, le groupe et les groupes AIDP, Ligurie et Piémont. Pour la NDRH Provence, je voudrais remercier très particulièrement 2 personnes qui se sont énormément investies, qui sont peut-être même pas encore dans la salle, à savoir Sandra Chimbari, qui est là, et je vous propose de l'applaudir parce qu'elle s'est énormément investie. Tu peux te lever. Ainsi que Nicole Bouillot, que vous pouvez applaudir quand même, qui, je vous présenterai tout à l'heure, que vous avez vu et que vous reverrez. Armelle Paris, la secrétaire du groupe Provence, qui est encore en train de se balader et de pointer les derniers arrivants. Céline Bitton, la correspondante junior, qui est par là aussi, voilà. Et Béatrice Belin, Béatrice, si tu nous entends, voilà, qui est la vice-présidente du groupe Provence. On a travaillé donc avec les autres groupes, donc ça veut dire qu'on se rencontre plusieurs fois. On a pas mal introduit la web conférence cette année. Donc le groupe Côte d'Azur, Nathalie Ferrucci et Jean Blandin. Le groupe AIDP Ligurie, Stefano Ferraro et Paolo D'Augusta. Alors Paolo, l'un des piliers toujours, et je crois qu'on peut t'applaudir Paolo si tu veux bien montrer ton visage à la terre entière, qui s'investit toujours énormément pour ce colloque. Pour le Piémont, Roberto Mazzio et Paolo Moretto, aussi très présents dans l'organisation du colloque. Donc, à savoir que, bien sûr, on est tous bénévoles, vous le savez tous, hein, au sein des groupes, et que c'est quand même un énorme boulot. On a des personnes que je voulais aussi saluer parce que leur présence nous est tout à fait favorable et nous en sommes très touchés. C'est Isabella Covilli-Caglioli, désolé pour la prononciation, qui est la nouvelle présidente de l'AIDP Italie, qui est par là, voilà. Armand Mella, qui est l'un des fondateurs du colloque il y a 25 ans, l'un des piliers fondateurs. Armand, merci de votre présence. Gérard Punière, tout à côté, Calazar, président du groupe, de la région PACA. Sylvie Agabachian, est-ce que vous êtes là, Sylvie ? Voilà, merci de la revue personnelle et spécialement venue de Paris pour nous voir. Et Thibaut Viotte qui n'est pas là. Pardon pour Thibaut Viotte qui n'est pas là. Thibaut, il nous voit sans doute. Bonjour Thibaut. Il est le webmaster, il est à Paris en ce moment. Il est venu exprès ce samedi. Parce que ça ne nous aura pas échappé, mais cette année, nous sommes filmés et retransmis en direct en live en ce moment même sur le site de la NDRH. Et vous pourrez voir et revoir cette vidéo à loisir en streaming autant que vous voudrez. Oui. Et Jacques Tournaire, pardon, le troisième pilier des colloques. Voilà, donc 25e colloque cette année. Un colloque, ça s'organise aussi avec des partenaires, et merci à tous les partenaires qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent tout au long de cette journée. Donc AG2R La Mondiale, Altedia, les crèches, People and Baby, Vecteur Psy, Acte Méditerranée, enfin ils sont tous là. Beaucoup d'entre eux ont un stand que je vous invite à aller les rencontrer pendant les temps de pause et pendant
Vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu pendant le café. Concernant le thème du bonheur au travail, parce que quand même c'est le thème, déjà on s'était dit que en CODIR on allait réfléchir au thème puisque c'est nous qui organisions effectivement le colloque cette année. L'idée est partie, c'est vrai, de la lecture du dossier spécial dans la revue personnelle du mois de février, je crois, qui est disponible. Alors la revue personnelle, chers amis italiens, c'est le magazine mensuel que tout bon adhérent de la NDRH reçoit chaque mois, donc. Et c'est assez facilement que nous avons retenu ce sujet pour ce colloque. Et quand on a préparé d'ailleurs avec les Italiens, on s'est aperçu que les perceptions étaient quand même assez différentes des deux côtés des Alpes sur le sens même de ce qu'est le bonheur au travail, de ce que ça représente d'un côté et de l'autre de la frontière. Je ne vais pas le développer, nos intervenants vont peut-être nous en dire plus, ou en tout cas on s'en rendra compte au fur et à mesure des débats. Je n'en dis pas plus, je vais laisser nos intervenants développer le sujet. Pour vous les présenter rapidement, Alexandre Jost, fondateur de la fabrique Spinoza, Edwige Delatorre, fondatrice de Edwi RH, David Boccardo, directeur de L'Oréal Saipo Industriale, désolé pour l'accent, et Paolo Antonio Campion, directeur des ressources humaines de IMIA Eaton. Pour le reste de la journée, donc on est là jusqu'à 10h30, on a une pause de 20 minutes, une demi-heure, une pause café. Le déjeuner se fait toujours au même endroit par la suite. C'est un buffet tout à fait convivial, enfin j'espère, ça ne dépend que de vous. Mais il y aura un peu de vin. Par la suite, on se retrouve à 14h15, 14h, pour être prêt à partir pour les activités de l'après-midi auxquelles vous êtes inscrites ou pas. Vous avez vu, la météo est parfaite, hein, ça a été l'été jusqu'à hier. Aujourd'hui ça change, donc on va voir un peu de ce qui nous réserve. J'espère que ceux qui ont prévu le bateau ont le cœur bien accroché, parce qu'on va essayer de maintenir la balade en bateau dans les calanques, alors on verra qui y revient. Les activités jusqu'à 18h, 18h, 20h, quartier libre. Et à partir de 20h, l'apéritif ici. Donc ça sera toujours dans la petite salle à côté. Et après, suivi du dîner, qui sera dans la salle juste derrière, et d'une soirée dansante, avec plein de surprises qui vous attendent, des lots, des cadeaux, etc. Voilà, je vais laisser la parole à Alexandre Jost. N'oubliez pas de rendre vos casques en sortant, parce que voilà, ils ne sont pas à nous, et après c'est compliqué de les retrouver, nos petits. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure. Alexandre, à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux d'être là avec vous. Je voudrais vous dire que, en plus du fait que le thème du colloque me plaît, je trouve qu'il est courageux, il est audacieux. Et en discutant avec la compagne d'un des participants à ce colloque, je me dis on a bien choisi le thème, puisque sachez qu'en Corse se prépare prochainement un colloque sur le thème « Le travail va-t-il nous tuer ?» Donc pas tout à fait la même approche. Les deux sont nécessaires, mais pour ce samedi après-midi, matin ensemble, eh bien nous avons de la chance. Je vous disais que je suis heureux d'être avec vous pour un certain nombre de raisons, notamment parce que, pour vous en dire un petit peu sur moi, puisqu'on va passer 1h15 ensemble, eh bien je suis quelqu'un d'assez heureux. Et en fait, quand j'étais un peu plus jeune, en tant que jeune professionnel, j'avais des crises de bonheur. Sans la bipolarité, juste des crises de bonheur. Donc j'étais assis à mon bureau et j'étais consultant en stratégie, et puis tout d'un coup j'avais pas pris ni de café ni de thé, et tout d'un coup j'avais un peu chaud. J'avais besoin je sais pas, je disais à mes collègues, je sais pas ce que j'ai là, mais je me sens bien là, je me sens vraiment bien, je suis très content. Et ça m'est arrivé de me mettre à rire. Donc c'était à la fois beaucoup de chance et puis un peu handicapant professionnellement. Et je me suis dit que j'avais peut-être un léger déséquilibre biochimique, mais sans les chutes, sans les creux de la vague. Donc j'ai commencé à investiguer un peu en me disant d'où ça vient. Donc j'ai commencé à organiser des dîners
des dîners du bonheur avec des camarades où on faisait une bonne tambouille. Ça, je sais pas comment on traduira en italien d'ailleurs. Et puis, on avait des intervenants sur le sujet et j'ai découvert qu'il y avait énormément de connaissances sur le bonheur. Et puis, je me suis dit, cette connaissance, il faut l'amener à l'endroit où elle peut avoir un impact. En entreprise, aux universités, aux hommes et aux femmes politiques et à nous tous citoyens. Et j'ai créé, pour faire chic, un think tank, un club de réflexion, la Fabrique Spinoza, le think tank du bonheur citoyen. Et je me suis dit, voyons en quoi cet objet peut nous amener des réflexions utiles à nos organisations. Alors, peut-être une dernière chose à vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que une expérience qui m'a marqué, une autre professionnellement, au début de mon travail, toujours quand j'étais consultant, j'avais un chef qui s'appelait Larry. Et Larry, on avait une tradition assez sympathique, enfin pour lui surtout, où il me disait bon, apporte-moi ton travail. Donc je lui ai amené mon travail imprimé sur du papier. Et puis arrivé à son bureau, il me disait bon bah Alexandre, tu sais quoi en faire? Je disais oh non Larry, non s'il te plaît. Il me disait si, et je le mettais directement dans sa poubelle. Il me disait bon bah tu peux repartir et retravailler. Bon, ça me mettait pas particulièrement à l'aise. Je pense que j'étais pas très bon en conséquence de cela au début, et j'en ai gardé une petite idée qui avait peut-être un lien entre bien-être, bonheur et performance. Et c'est le sujet qu'on va explorer ensemble dans l'heure qui vient. Alors, on pourrait se poser une question. Où est-ce que tout ça a commencé? D'où est-ce que cette idée est venue? Et j'ai envie de vous poser une question simple pour commencer, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui, ouais, on a des dodelinnements de tête. Bon, attendez, c'est la question facile. Bon, ok, vous êtes directeur et directrice des ressources humaines, donc peut-être cette question est complexe. Vous avez 2 casquettes en répondant. Bref, alors maintenant, si je vous demande, est-ce que la richesse d'un pays favorise l'épanouissement de ce pays? Oui, dans une certaine mesure. Et si je complexifie ma question et que je vous dis, cette fois-ci, si je devais tracer, merci d'avoir mis un joli fond bleu pour mon graphique justement, si je devais tracer sur un graphique le lien entre, en abscisse, la richesse produite dans le pays, le PIB, le produit intérieur brut par tête, et en ordonnée, le bonheur national dans ce pays, déclaré par les gens et dont on aurait fait une moyenne. Richesse, bonheur, avec tous les pays dessus. À quoi ressemble, quelle est la forme de la courbe? Vous pouvez me faire des signes dans la salle. Comme ça. Ouais. Alors j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Ah, il y a des gens qui pensent que ça baisse. Ah, je vois un monsieur, il parle juste à sa voisine, mais il a une bonne intuition, il dit c'est un peu comme ça, en cloche. Eh bien en fait, ça s'appelle le paradoxe d'Easterlin, des Easterlin Paradox. C'est un économiste américain des années 70 qui a tracé cette courbe, et en fait on voit une jolie vague, comme sur les estampes japonaises, qui monte et qui ne retombe pas, mais qui monte de moins en moins. Une courbe logarithmique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, une fois qu'on a couvert les besoins de base, alors on est moins heureux. Alors il y a 2 bonnes nouvelles derrière cette idée. La première bonne nouvelle, c'est que finalement, on le sait un peu, mais c'est intéressant de le redécouvrir, eh bien les enjeux matériels, voire financiers, ne sont pas nécessairement les plus importants, les plus significatifs pour favoriser l'épanouissement au niveau d'une nation, et du coup peut-être aussi au sein des organisations. Et ça tombe bien, parce que les vaches sont maigres, et en période de disette budgétaire nationale ou dans nos entreprises, c'est peut-être une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que si on essaie de prendre un petit peu de recul, peut-être qu'on s'est trompé sur le sens de causalité. C'est-à-dire, peut-être que ça n'est finalement pas le fait de favoriser la performance économique qui va favoriser l'épanouissement, mais peut-être que la causalité est dans l'autre sens. Peut-être que c'est, à contrario, surtout l'épanouissement, le bien-être, le bonheur d'une nation ou au travail qui va favoriser la performance économique. Et ça, c'est une idée qui est à la fois intuitive et en même temps révolutionnaire. Alors en passant,
essayons de glaner quelques petites idées un peu riches de ce graphique. Qu'est-ce qui fait, malgré tout, que cette courbe-là, cette forme-là, et qu'elle est de plus en plus plate? Qu'est-ce qu'il y a dans notre fonctionnement humain, en tant qu'homme et femme, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, eh bien, cette richesse supplémentaire ne nous apporte plus d'épanouissement supplémentaire? Qu'est-ce qui se passe en nous? Ah, j'ai entendu un mot en sion. Saturation. Il y a un peu de ça. En fait, les scientifiques, ils appellent ça l'adaptation hédonique. L'accoutumance, l'habituation. Si je vous pose une question, quelle est la durée de vie d'un post-it sur un frigidaire? Plusieurs années, j'ai entendu. D'autres réponses? En fait, il y a 2 bonnes réponses. C'est 1 jour ou plusieurs années. Pourquoi? Pourquoi c'est ou bien très court ou bien très long? Alors voilà, il y a un monsieur pragmatique qui dit, voilà, hop, ou bien on est bien organisé, soit on ne l'est pas. En fait, on va regarder ce qui se passe dans notre cerveau. Notre cerveau est une machine à détecter la nouveauté. Ça ne sert à rien de consacrer des ressources cognitives à un objet, quelque chose qui est là mais qui ne change plus. Donc le post-it, ou bien je le traite le jour même ou sous quelques jours, ou bien je ne le vois plus. Je m'habitue à ma nouvelle voiture, ma montre, mon épouse. J'aime bien cette blague, et surtout quand il y a plus de femmes que d'hommes, c'est toujours un peu plus risqué. Mais plus sérieusement, en fait, selon qu'on considère un élément comme structurel ou pas dans son existence, on peut s'y habituer. Et donc si on n'habite pas sa relation, sa voiture, son environnement, alors il devient structurel et on ne le voit plus, on n'en retire plus les bénéfices. Alors, cette idée, elle pourrait vous paraître un peu décalée par rapport à notre sujet. En fait, elle ne l'est pas tellement, parce qu'elle souligne un fonctionnement profond de notre nature, qui est d'être en permanence en train de rechercher plus. Et je pense qu'en message d'introduction, on peut se dire que le thème du bonheur au travail, il faut aussi être un peu clément, pas complaisant, mais clément, doux avec nous-mêmes. C'est-à-dire, on fait ce qu'on peut, mais sachant que les hommes et les femmes dans l'organisation, eh bien, vont eux aussi s'habituer. Et les nouvelles choses que vous avez mises en place dans vos structures, eh bien, au bout d'un moment, les employés ne vont plus en retirer de satisfaction supplémentaire. En revanche, si vous avez des améliorations progressives de certaines conditions, alors ces améliorations vont chaque fois produire un effet, mais qui va finir par disparaître. Pour vous montrer la prégnance, la force de ce phénomène, des gens qui ont connu un accident grave de la vie comme un accident ayant généré un handicap, eh bien 1 an plus tard, sont revenus à peu près au même niveau de satisfaction de leur vie qu'avant l'accident. Parce que leur nouvelle condition est structurelle et donc ils se sont habitués. Donc ça nous donne, ça peut être aussi un peu décourageant. On fait beaucoup de choses pour le bonheur au travail, où on souhaite le faire, et en même temps, derrière, il y a des hommes et des femmes qui vont s'habituer à ce qu'on a fait. Ok ? Après, deuxième élément qui fait que cette courbe finit par être plate, c'est qu'il y a des phénomènes de comparaison. Alors si je vous demande je continue à vous chatouiller sur le sujet de la rémunération, quel est le meilleur salaire ? Question un peu vague, un peu ouverte, mais peut-être que vous aurez des idées. C'est quoi le meilleur salaire? Celui qui nous suffit. J'aime bien parce que dans votre assemblée, il y a à la fois des gens organisés et il y a des gens sages. Les deux n'étant pas incompatibles. Eh bien, en fait, le meilleur salaire, et là, à nouveau, je m'aventure dans une assemblée avec plus de femmes que d'hommes, mais imaginons que je sois un homme, ce que je suis, et je me dis, le meilleur salaire, je vais me comparer avec quelqu'un, parce qu'on est des êtres de comparaison, donc je vais regarder le salaire de ma femme. Bon, en France, la différence de salaire entre les hommes et les femmes, elle est en moyenne de 27%. Donc c'est pas un bon point de comparaison. Donc je vais changer, je vais sortir de la cellule familiale, je vais aller un petit peu à côté, je vais regarder par exemple la sœur de ma femme. La sœur de ma femme est une femme, donc je vais regarder le mari de la sœur de ma femme. Et là, si je gagne 20% de plus que mon beau-frère, alors là,
alors là, c'est la fête. C'est vraiment la fête. Et donc ça, c'est un deuxième élément important. Le bonheur dans la vie en général, mais y compris dans nos organisations, il est profondément lié à des enjeux de comparaison. Profondément lié à ça. Donc ça nous invite à des réflexions sur les valeurs, l'éthique, la justice également subjective. Comment est-ce que les individus se sentent par rapport à certaines actions entreprises en faveur du bonheur au travail. Donc voilà un petit point de départ que je trouvais intéressant, c'est si on regarde le bonheur en général dans une nation, on commence à avoir des apprentissages sur ce que ça pourrait être dans une entreprise, y compris à voir comment fonctionne au fond un être humain. Maintenant, j'ai envie d'entamer une deuxième phase dans notre temps ensemble, qui est la science du bonheur. Alors ce terme, il peut faire un petit peu peur. Il rappelle des mauvais souvenirs du XXe siècle, les utopies du XXe siècle. Pour autant, on en a besoin. Et en introduction, Frédéric, vous disiez, eh bien, ce terme semble ou peut être compris très différemment en Italie ou en France. Alors, je vais prendre deux pays de comparaison différents. Je vais prendre les pays anglo-saxons et la France. Moi, j'ai fait un exercice assez simple. J'ai regardé sur Google, j'ai tapé en anglais « well-being » et j'ai regardé les images qui apparaissaient. Et les premières, ça me fait toujours rire quand je regarde vers la cabine de traduction parce que moi je bouge un peu les jambes mais pas beaucoup les mains et dans la cabine je vois beaucoup de gestes comme ça. Enfin non. Donc ça m'a troublé. Donc quand on regarde ce qui sort sur Google pour well-being, on voit quel type d'image à votre avis? Qu'est-ce qui apparaît? L'espoir. Donnez-moi des idées. Quelles images? On tape well-being. Des images de nature. Famille. Ben, oui, en fait, on est assez sain dans cette salle, donc on est organisé, sage et sain. Mais ce qu'on trouve sur well-being, sur Google Images, eh bien, ce sont des diagrammes, des cartes, des schémas, des comparaisons, etc. En d'autres termes, le thème du well-being est un sujet qu'on explore, qu'on malaxe, qu'on analyse dans la culture anglo-saxonne. Si on fait la même chose en France, là c'est votre revanche, on trouve un spa, des cailloux, des fontaines, des hommes et des femmes qui méditent. Quand je dis ça, il n'y a pas de dénigrement, hein. Moi je médite un petit peu tous les jours, mais c'est une approche très différente. Et quelqu'un qui voit ça alors qu'il s'interroge sur le bon fonctionnement de son organisation se dirait « Oui, le thème du bien-être, bon, ça m'a pas l'air très sérieux cette affaire. » Donc c'est une invitation à aller regarder en direction de la science pour légitimer nos réflexions sur le sujet du bonheur au travail. Un premier point de départ, quand on parle de bonheur, on pourrait revenir en arrière un instant et se dire « Et si nous parlions de stress ?» Alors, une question simple et qui va aller chercher au fond de vous, comment est-ce qu'on se sent dans son corps quand on est stressé? Comment est-ce qu'on se sent? Tendu. Vous pouvez aussi jeter des mots en italien. Crispé, angoissé, oppressé. Effectivement, on a tout un langage comme ça où on a le sentiment qu'on ne fonctionne pas très bien. En fait, la biologie et la neuroscience nous apprend que lorsque un stress est suffisant, eh bien nous basculons dans un état d'urgence. En fait, il y en a trois possibles. Le premier état, c'est l'état qui consiste à se battre. Okay. Le deuxième état, c'est celui qui consiste à s'enfuir. Et le troisième état, c'est celui où on est prostré, on fait le mort. Voilà trois stratégies face à un prédateur qui est plus fort ou moins fort que nous, en tout cas un danger de vie ou de mort. C'est le cerveau reptilien qui gère ce genre de réaction. Lorsqu'il y a un état de stress fort, on se réfugie dans notre cerveau reptilien et en conséquence, au travail, on va pouvoir donner un coup de poing à notre chef, on va pouvoir partir en courant du bureau ou alors se cacher sous le bureau et faire le mort. Donc je vous laisse appréhender
si c'est oui ou non des réactions qui sont utiles en termes cognitifs, en termes de performance dans une organisation. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que lorsque ça se produit, en fait, ce qui se produit biologiquement, c'est un rétrécissement de nos capacités cognitives. Tout d'un coup, je suis focalisé sur un enjeu qui est la survie. Selon l'état d'urgence, je peux même avoir le sang qui quitte ma tête, qui va vers le reste de mon corps, de telle sorte à être capable de courir pour m'enfuir. Mais en tout cas, je suis focalisé sur quelque chose d'étroit qui ne me permet pas d'accéder à toutes mes capacités intellectuelles, créatives, etc. Donc ça, c'est intéressant comme idée parce que ça bat en brèche, même si peut-être que les gens dans la salle le conviennent, eh bien l'idée du bon stress. Alors, est-ce qu'on a pour autant des études là-dessus, des études statistiques? Alors, vous savez, dans le domaine des sciences, particulièrement des sciences sociales, on peut trouver des études qui prouvent ce que l'on souhaite. C'est un peu triste, hein, mais la recherche est ainsi. Et si vous avez une théorie, vous cherchez sur Internet pendant quelques temps et vous trouvez un article de quelqu'un de plutôt sérieux sur le sujet. Donc il y a un type d'études qui est intéressant, ce sont les méta-études, les méta-analyses. Et il y a un monsieur qui s'appelle Gosselin, et il a répertorié 80 études qui, chacune, examine le lien entre stress et performance. Alors un peu comme tout à l'heure avec la courbe sur le lien entre produit intérieur brut et épanouissement, il a vu des courbes où il voyait que le stress augmentait la performance, le diminuait, des courbes en cloche. Donc c'est une idée un peu intuitive. Il y a du bon stress, donc s'il y a un peu de stress, alors la performance augmente. J'arrive à un seuil limite et ensuite la performance diminue. Ça nous paraît, ça fait sens. Et pour autant, ces études-là ne représentent que 10% des 80 études répertoriées. La majorité des études qui ont été identifiées par ce monsieur Gosselin suggèrent que lorsque le stress augmente, eh bien la performance diminue. Alors, on est un peu embêté quand on voit ça, parce que ça fait écho et pas tellement à notre expérience. À la fois, on sent bien que quand on est stressé, on est moins performant, et en même temps, on sent bien que de temps en temps, on est motivé. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ce paradoxe? Je vais parler de quelque chose dont Edwidge vous parlera aussi, mais d'après ce que j'ai compris, on en parlera différemment. Je vais vous parler du phénomène du flow. Est-ce que vous vous êtes déjà oublié dans une activité? Vous savez, ces moments où vous êtes tout d'un coup, je vois des gens qui sourient parce que la formulation est ambiguë. Est-ce que vous êtes déjà arrivé dans une est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans une activité de perdre le sens du temps? Oui. Dans quel type d'activité? Travail, artistique, le sport, un bon moment, un bonbon, non, ça ne doit pas être ça. Amour. Quand on fait l'amour, c'est vrai, si on éteint son téléphone. Oui, le fait d'être surconnecté, c'est quand même un enjeu dans le bonheur au travail et ailleurs. Effectivement, il y a toutes ces activités dans lesquelles on perd la notion du temps. Ces activités-là, elles se caractérisent par le fait de se sentir bien. Bon, dans l'amour, on ne va pas utiliser ce terme-là, enfin il vaut mieux pas, et en même temps une performance. Ok ? Alors ce qui est intéressant, et je crois que vraiment Edwidge vous le montrera bien parce qu'elle a un graphique, alors que moi je le fais à l'oral, eh bien, on s'aperçoit que être plongé dans ce type d'état de flow advient lorsqu'on a un bon calibrage entre le niveau de défi et le niveau de compétence. Si les compétences sont trop élevées par rapport au niveau de défi, alors on est juste relax. On est relaxé, voilà, c'est facile. S'il y a peu de défis et qu'il y a peu de compétences, alors on est un peu apathique, on s'ennuie. Évidemment, lorsqu'il y a un trop grand décalage entre nos compétences et notre défi, alors là, on est stressé. Et puis, il y a cette zone un peu dorée, qui est le flow, où là, il y a un décalage, mais qui n'est pas trop important. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, si on voit cet état de flow comme un état souhaitable parce qu'on se sent à la fois bien
et qu'on est performant, alors on est en train de dire qu'on a commis une méprise, une erreur, en confondant le bon stress et le bon niveau de défi. Vous voyez? Ça, c'est important. Ce qui fait qu'on est performant, ça n'est pas dans le stress, la partie peur, la partie inquiétude, qui, elle, nous fait aller dans notre cerveau reptilien, mais c'est la partie, effectivement, motivation, qui est liée à la différence de niveau entre mes compétences perçues et le niveau de défi, de challenge perçu. Est-ce que ça fait sens? Oui? Bon, ben ça me fait plaisir. Alors, maintenant, on va prendre la question miroir et on va s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien? Non, je vais pas la poser comme ça, la question. Comment notre esprit fonctionne-t-il quand on se sent bien? Je sais, elle n'est pas terrible ma question, elle est pas très... Mais j'arrive pas à trouver un moyen de vous poser une question. Il se passe quoi dans notre esprit quand on se sent bien? Effervescence, léger. Encore quelques mots supplémentaires. Efficacité, sérénité. Effectivement. Alors là, je cherchais un exemple qui nous parle tous, mais je ne sais pas comment traduire ce film en italien. Est-ce que vous connaissez Jason Bourne? La mort dans la peau. Et en anglais, c'est The Bourne Identity. Bon, Jason Bourne, c'est un espion. Il est fort. Voilà, c'est Jason Bourne. Donc Jason Bourne, il n'est pas stressé, il est dans le flow. Donc il est en train d'échapper à ses poursuivants. Il ne sait même pas qui sont ses poursuivants, mais il est quand même détendu. Il est avec d'ailleurs une jolie rousse en train de s'enfuir dans une Austin. Et il arrive un moment dans un restaurant, et en rentrant dans ce restaurant, il la tient par la main, et puis là, il va s'asseoir, et entre le moment où il est rentré dans le restaurant et le moment où il s'est assis, il a réussi à dire « Je sais qu'il y a un plan d'évacuation ici, il y a 3 sorties, et il y a 4 hommes, dont 2 qui ont l'air de savoir se battre. » Ça, c'est Jason Bourne. Jason Bourne, il a un cerveau qui est un cerveau positif, c'est-à-dire que dans ces états-là, il arrive à élargir la palette de sa conscience. Alors, en France, il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est Jean-Claude Van Damme. Et Jean-Claude Van Damme, lui, il nous dit, je suis aware. Donc Jean-Claude Van Damme, il est un peu risible. Il nous dit, par exemple, quand j'éternue, je sais que j'éternue, je suis aware que j'éternue. Alors, c'est un peu ridicule. En même temps, ce mot, il est intéressant parce que, pour prendre le contre-pied de la blague et aller vers la science, il y a une chercheuse en psychologie positive qui s'appelle Sonia Lyubomirsky. Cette chercheuse, elle nous dit, lorsque on se sent bien, et pour elle, ça veut dire lorsque je suis habité par des affects positifs, alors j'ai élargi et construit quelque chose. J'ai élargi la palette de mes capacités cognitives. J'ai accès à la créativité, j'ai accès à de l'analyse, j'ai accès à de l'inventivité, etc. Je peux choisir entre différents modes d'action, différents modes de pensée, voire différents comportements. À l'opposé de lorsqu'on se réfugie dans le cerveau reptilien. Ce qui est intéressant quand elle nous dit ça, c'est qu'elle voit, d'après ses expériences, que sur la durée, si ces affects positifs se répètent, ces capacités de l'instant vont devenir des compétences. À force d'imprimer des circuits neuronaux, ces capacités vont devenir compétences. Et là, ça nous intéresse, directeur, directrice, responsable des ressources humaines. Ce qui veut dire, une fois que j'ai bâti ces compétences de créativité, d'anticipation, etc., eh bien que même si le jour, cette nouvelle journée, je suis de mauvaise humeur, alors j'y ai quand même encore accès parce que je suis passé de capacité de l'instant à compétence. Alors, ayant dit tout cela, si on essaie de se rapprocher petit à petit en étant partie de l'individu
cette fois-ci à l'entreprise, pour être au cœur de ce qui vous préoccupe, on peut poser une question encore plus pragmatique et dire qu'est-ce que je fais bien dans l'entreprise quand je me sens bien? Qu'est-ce que l'on fait bien quand on se sent bien? Qu'est-ce qu'on fait mieux dans l'organisation? On communique bien. Quoi d'autre? C'est tout? On est efficace, ouais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans l'organisation et qu'on ferait mieux? On est capable de gérer le changement, effectivement, on est plus adaptable. Comment? Je tolère mieux. Alors si on regarde, à nouveau, je reviens à cette idée de méta-analyse ou de méta-étude, eh bien Sonia Lyubomirsky a répertorié 225 études qui font le lien entre bien-être et performance, et elle identifie 5 grandes qualités ou 5 grandes manifestations de ce bien-être. La première, c'est la santé. Je me sens mieux, donc, ou en tout cas, il y a une corrélation avec le fait d'être en meilleure santé, y compris santé au travail. Je mobilise mieux ou je suis plus mobilisé. À la fois, je suis plus engagé dans mon travail, mais également, je vais avoir une plus grande capacité de mobilisation verticale, c'est-à-dire avec mes équipes, de mobilisation horizontale avec d'autres gens, voire extérieurs, vis-à-vis de clients, vis-à-vis de fournisseurs. Voilà. Troisième élément, eh bien, effectivement, mon intellect fonctionne mieux et on peut même mesurer des différences de QI, non pas que le quotient intellectuel soit la seule mesure de l'intelligence, mais en tout cas, on peut voir des différences de QI chez la même personne entre différents fonctionnements du cerveau. Je suis plus créatif, plus d'initiative. On parle également d'intrapreneuriat, vous connaissez ce terme. Les individus sont plus à même de se dire dans mon entreprise, je vais créer mon propre projet qui pourrait devenir une entreprise. Et puis le dernier que vous allez aimer, c'est celui de la coopération. Et pourquoi est-ce que c'est important? Si je me sens bien, je coopère mieux. Parce que dans vos entreprises, dans vos organisations, de plus en plus, vous travaillez en mode projet. Et en mode projet, ça veut dire qu'il n'y a pas toujours une ligne hiérarchique claire pour déterminer le fonctionnement des équipes. Donc si les individus sont plus à même de coopérer entre eux, alors c'est du bénéfice, ça soulage également la ligne managériale. Alors d'où ça vient ça? Alors pour ça, j'ai une petite devinette rigolote, simple. Quand vous êtes dans l'avion, bon, si ça vous arrive ou pas, mais et qu'il y a un trou dans la carlingue, par exemple, et tout d'un coup, les masques à oxygène tombent, vous êtes avec votre famille, votre conjoint, votre conjointe, ou votre conjointe, et vos enfants. Les masques à oxygène tombent. Qu'est-ce que vous faites? Alors, j'ai eu plusieurs réactions. J'ai eu, c'est un peu, ouais, là, il se fout de nous quand même. C'est un peu simple comme question. Je mets mon masque. Il y a un monsieur qui dit, ça vient du groupe des sages, là. J'évite de paniquer. Oui, ok, il y a un trou dans la carlingue, je ne panique pas. Et puis, et puis j'ai eu la troisième réponse qui est, je le mets à mes enfants. En fait, les hôtesses et les stewards nous disent, on met d'abord son masque à oxygène. Parce que si on est mort ou inconscient, on a du mal à aider. Pareil en entreprise. Donc, très simplement, dans la vie de la cité, dans la vie de l'entreprise, c'est parce qu'on se sent bien soi-même qu'on est en capacité naturelle d'aller aider ses collaborateurs. Et on parle de 2 types de coopération lorsque les gens se sentent bien. C'est à la fois la coopération qu'on appelle psychologique, l'entraide psychologique, est-ce que tu vas bien? Et l'entraide instrumentale, c'est-à-dire j'apporte une aide concrète dans le travail, un outil où je fais un morceau du travail de l'autre pour le soulager. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que le meilleur fonctionnement personnel intérieur de l'individu lorsqu'il se sent bien se traduit par des qualités de performance professionnelle pour l'organisation. Alors, quand je vous dis ça,
Vous pourriez me répondre, oui, mais enfin, est-ce que finalement, c'est pas quelque chose d'anecdotique ? Oui, c'est sympathique, c'est mon cerveau reptilien, etc. Mais est-ce que ça compte vraiment ? Est-ce que ça va beaucoup changer ? Est-ce que on n'est pas dans le gadget ? Alors, au niveau de l'individu, je vais prendre 2 exemples un peu en décentrant le regard par rapport à l'entreprise. Si vous voyez un enfant qui se sent bien, un nourrisson, un bébé qui se sent bien, va empiler des cubes pour faire les petites tours 2 fois plus vite qu'un enfant qui ne se sent pas bien. Un médecin qui se sent bien, qui voit des patients arriver, va réaliser un diagnostic avec plus de précision et en moyenne 50% plus rapidement s'il se sent bien. Donc on voit, je parle de ça avec vous pour indiquer que les changements de performance cognitive ne sont pas anecdotiques. Et on pense que les différences de QI, de quotient intellectuel dont je parlais tout à l'heure, pourraient être de l'ordre de 10 points en fonction de comment on se sent. Alors, comment est-ce qu'on passe de l'individu au collectif ? On a de la chance parce qu'il y a des phénomènes de contagion. Les phénomènes de contagion sont tels qu'un individu qui se sent bien va faire en sorte que va malgré lui ou consciemment, générer autour de lui un certain épanouissement. Alors là, on arrive aux frontières de la science en termes de crédibilité, mais il y a même des études qui suggèrent que j'ai plus de chances d'être heureux dans ma vie si j'ai des voisins qui sont heureux autour de moi. 25% de chances supplémentaires. Moi, j'avoue que moi-même étant dans ce champ de recherche-là, ça m'étonne un petit peu toujours ces études-là. Alors, je me demande si on ne pourrait pas faire un petit exercice. Je ne l'ai pas marqué sur ma feuille, mais je me dis que ça pourrait être sympathique. Est-ce que vous pourriez sortir un stylo, s'il vous plaît ? Ok, on va faire 2 groupes. On va prendre ici le groupe des sages et des organisateurs. Et là, j'ai oublié quel était le 3e type, mais bon. Alors, ici, je vais vous inviter, on va commencer par ici, à prendre ce stylo et à le tenir dans la bouche en travers comme ceci. Et dans ce groupe-ci, vous allez le tenir comme ça. Comme, je fume pas, mais comme ça. Ok ? Maintenant, regardez-vous les uns les autres, les 2 parties de la salle, et dites-vous qui a l'air le plus heureux. Oui, non, mais ça marche pas si vous riez. C'est bon. Ok, on va jouer à tire-moi la barbichette, et donc on ne rit pas, sinon c'est moi qui vais être obligé de faire les 2. Bon, quand on est comme ça, vous pouvez enlever le stylo à la bouche. Quand on est comme ça, il se dessine, merci de prendre une photo à ce moment-là, c'est sympathique. On dessine un sourire convenu, on va dire. Quand on met le stylo en travers de la bouche, vous voyez ? J'ai 37 ans, j'ai des pas de doigts, un petit peu, ça commence. Et donc, je dessine un sourire sincère. Les biologistes appellent cela le sourire de Duchenne. Du nom d'un les psychologues appellent ça un sourire de Duchenne, du nom d'un psychologue du XVIIIe siècle. Ou 19e, j'ai un trou. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire qu'il y a certaines formes de sourire qui sont authentiques et dont la contagion va être forte. Si on demande à des gens de manifester ce sourire sur leur visage, alors ils vont avoir un pouvoir de contagion autour d'eux, vous l'avez vu, mis à part la blague, qui est assez important. C'est lié en interne dans notre fonctionnement cérébral à l'existence, vous avez lu ça dans la presse scientifique, de neurones miroirs. Malheureusement, il y a un malheureusement, les phénomènes de contagion, à votre avis, je donne la réponse, mais est-ce qu'ils sont plus forts en termes d'affects positifs ou d'affects négatifs ? Ben oui. Alors pourquoi c'est le cas ? Pourquoi est-ce que la contagion est plus forte sur les affects négatifs que sur les affects positifs ? C'est pas une question facile, ça. C'est plus facile de dénigrer que d'apprécier, oui, c'est vrai. Ça touche le reptilien en premier, le cerveau reptilien. Effectivement, il y a quelque chose de ce goût-là. Si je suis, il y a 50 000 ans, assis au bord du feu, et je prends du plaisir à ce moment de répit, la température est bonne et quelque chose est en train de griller sur le feu,
et que je n'aperçois pas un buisson situé par là qui est en train de bouger, de remuer, ou un nuage noir à l'horizon qui arrive, alors il est possible que quelques instants plus tard, le prédateur me mange, ou que l'orage arrive, que je ne sois pas à couvert et que j'attrape une maladie, et donc que je meurs. Il y a donc une nécessité de surpondérer, d'être plus vigilant face aux affects négatifs qu'aux affects positifs. Donc ça veut dire que ce thème du bonheur au travail, ça reste un challenge pour nous, parce que biologiquement, on a des prédispositions à être plutôt heureux, mais on a une contagion des émotions négatives qui est probablement plus forte. Donc, soyons vigilants. Alors, si on poursuit notre exploration, donc on vient de se dire, lorsque les individus se sentent bien individuellement, eh bien, ils sont plus performants. On vient de voir qu'il y a des phénomènes de contagion qui pouvaient élargir, passer de l'individu au collectif. On essaie de voir, du coup, comment est-ce que ça se traduit pour l'entreprise dans sa globalité. Et là-dessus, vous avez peut-être déjà vu les études qui montrent que, par exemple, il y en a de messieurs Margolis et Walsh qui s'appellent People and Profits et qui nous disent que si on prend 75 études sur le lien entre la performance sociale et la performance financière de l'entreprise, alors seulement 10% de ces études montrent une corrélation négative. En d'autres termes, il y a des chances pour que la performance sociale génère de la performance financière ou économique. Vous connaissez également les études qui montrent que lorsque Great Place to Work fait un classement, si on étudie le cours de bourse des entreprises Great Place to Work sur la durée, en comparaison des entreprises autres, alors on voit une progression plus importante du cours de bourse des entreprises où il fait bon travailler. On a donc des indices que, au niveau microéconomique, il y ait bien un impact pour l'entreprise dans sa globalité. Maintenant, une autre manière de voir les choses, c'est se dire, est-ce que cette question-là, elle s'applique à l'ensemble de l'entreprise? Est-ce qu'elle touche tous les collaborateurs? Et une manière de voir les choses, c'est de se dire, combien, je vais vous poser une devinette, quelle est la proportion d'individus qui sont en souffrance dans une organisation? C'est quoi? C'est un peu vague comme question, mais en fait, j'ai une réponse 10%. Oui, on sent bien que c'est à peu près ça. Il y a, d'après le cabinet Be Better & Co, qui a réalisé une étude sur 1000 employés d'entreprises françaises, eh bien, il voit que 15% des gens sont en souffrance suffisante pour décourager leurs proches ou des amis ou d'autres de venir travailler dans leur entreprise. Inversement, 15% des gens se sentent suffisamment bien dans leur travail pour recommander leur travail à d'autres. Mais ce qu'on est en train de dire en creux, c'est qu'il y a donc 70% des gens en entreprise qui sont entre les deux. Et ça me paraît intéressant. Ça me paraît intéressant parce qu'on est en train de dire que si on est uniquement à lutter contre les risques psychosociaux, est-ce que le travail va nous tuer? Si on est uniquement à se préoccuper des talents, les garder, les fast track, accompagner les individus performants et heureux dans l'entreprise, alors on laisse le ventre mou, on laisse 70%. Et là, il y a un potentiel de bien-être et de performance qui nous paraît très important. J'en profite pour dire, vous connaissez l'anecdote un peu triste sur que font les sous-traitants en termes de lutte contre les risques psychosociaux, c'est-à-dire attitude très défensive. Que font les sous-traitants de Apple en Chine pour prévenir les risques psychosociaux? En dernier ressort, vraiment en dernier ressort, qu'est-ce qu'ils font? Ils me foutent dehors? En fait, ils foutent dehors, dit monsieur. C'est oui, mais c'est au sens propre du terme, puisque les individus peuvent, c'est la liberté de chacun, sauter par la fenêtre, mais que
comme ils sont quand même un peu malins et qu'il y a un vrai côté humaniste dans ces entreprises, eh bien, ils ont mis en place des filets au premier étage des usines. Donc pas de souci parce que les individus ont sauté par la fenêtre. Donc ça fait peut-être désordre dans les statistiques de l'entreprise, les tentatives de suicide, mais il n'y a pas d'irréparable puisqu'il y a un filet situé au premier étage de l'entreprise. Voilà. Si on agrège, bon, je vais vous voir réagir à ça, c'est bien, ça veut dire qu'on est sur un sujet joyeux, mais qu'on reste avec notre empathie en étant ensemble. Si on essaie d'agréger ces résultats au niveau d'une nation, eh bien, le Bureau international du travail nous dit que le stress pourrait représenter 3% du PIB en termes de coûts. Et on a aussi des études par l'économiste Olivier Pastré, qui fait partie de la fabrique Spinoza, et qui s'appuie sur les travaux de Victor Vaknin, que vous connaissez peut-être, c'est le cabinet Mozart Consulting, et qui lui estime que une amélioration de 10% de la qualité de vie au travail pourrait générer un gain de performance nationale de 1% du PIB. Ce ne sont pas des calculs exacts, vous le sentez bien. Maintenant, c'est intéressant de voir que les variations de performance dont on parle sont des variations qui sont significatives. Donc ça, c'est un message fort qu'il faut qu'on garde à l'esprit. C'est le bien-être au travail, oui c'est sympathique, mais ça peut être vecteur d'un changement de modèle profond dans l'organisation. Je regarde ma montre, ainsi que mon amie qui est gardienne du temps, pour savoir de quoi je vous parle maintenant. Et je me dis que, est-ce que vous préféreriez, voyons voir, je vais prendre peut-être 15 minutes avec vous pour parler de ça. Oui. Alors, on a parlé du lien entre le bien-être et la performance. Maintenant, on a évidemment envie de marcher progressivement vers le comment. Là, je vais vous inviter à me jeter des mots à la figure et à me dire qu'est-ce qui, à votre avis, favorise le bien-être au travail? Quelles sont les choses qui, dans l'organisation, favorisent le bien-être au travail? La confiance, l'autonomie, l'équité, la reconnaissance, la paye, l'écoute, les conditions de travail, le sens, des objectifs clairs, les moyens, la tolérance des collègues. C'est vrai. Est-ce que par là, vous voulez dire « je tolère mes collègues » C'est le problème de mes collègues. Oui, mes collègues me tolèrent. Je taquine, mais évidemment, c'est important. La reconnaissance, on l'a dit plusieurs fois, effectivement. Alors là-dessus, je sais que Edwidge va vous présenter sa trame d'analyse. On a également réalisé des études sur le sujet au sein de la fabrique Spinoza. J'ai hésité à partager ça avec vous parce que c'est un petit peu technique, mais peut-être je vous dirais que il existe beaucoup de grilles d'analyse. Nous, ce qu'on a fait à la fabrique Spinoza, c'est qu'on a choisi 3 approches qu'on a combinées. La première, c'est, on s'est dit, allons regarder tous les outils de mesure du bien-être au travail. Great Place to Work, les outils de Malakoff-Médéric, les outils de Mozart Consulting, etc. Deuxième approche, on s'est dit, allons regarder la littérature scientifique qui met en avant des facteurs d'épanouissement au travail. Le rapport Golac en France, le rapport Lachman, vous connaissez peut-être ces rapports. Et troisièmement, on s'est dit, le travail fait partie de la vie, donc examinons ce qui rend heureux dans la vie et transposons cela au travail. Donc on s'est inspiré de l'indice du mieux vivre en France de l'OCDE. Et en rassemblant ces différents éléments, on espère avoir un point de vue qui n'est, je crois, pas idéologique et qui ne laisse pas de trou dans la raquette, qui capture l'ensemble des leviers. Et on a identifié 3 grands types, 3 grands champs: le travail en lui-même, les valeurs humaines et les conditions de travail. Alors je passe en revue rapidement, mais pour ne pas rendre l'exercice trop scolaire. Dans le travail en lui-même, je dis en passant d'ailleurs que c'est important
dans cette manière d'appréhender le bonheur au travail, de ne pas exclure le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des organisations au sein desquelles les syndicats vont dire « Attention, quand on parle de qualité de vie au travail, on est un peu facilement en train de regarder ce qui se passe à côté. Évidemment, c'est important d'avoir des crèches. Évidemment, c'est important d'avoir un espace convivial, d'avoir des espaces de détente, etc. Mais n'oublions pas la qualité du travail. Donc, premier champ, le travail en lui-même, c'est-à-dire, sous point 1, la nature du travail, l'organisation du travail, le management, et on a rajouté quelque chose qui, à mon avis, vous intéressera, c'est la relation au temps. La relation au temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'interroge pas suffisamment dans l'organisation. Est-ce que la trame dans laquelle j'inscris mon travail est une trame d'urgence? Quel est le rythme de mon travail? Quelle est la charge de mon travail? Est-ce que ce que j'ai à faire est toujours à faire pour la veille, etc. Dans ce deuxième grand champ, les valeurs humaines, pour nous, ce qui importe, ce sont les relations humaines, les relations sociales, bien sûr, la formation et les perspectives en tant que développement de l'humain. Vous avez parlé de justice, d'équité, de valeurs. Et puis la gouvernance. Et la gouvernance, ce mot, il est un peu complexe, bon, vous le connaissez bien, mais par gouvernance, on entend l'ensemble des règles et dispositifs qui gèrent le partage de l'information, de la décision et du pouvoir dans l'entreprise. Et puis, troisième élément, évidemment, les conditions de travail. Et là-dedans, comme disait monsieur, la paye, la rémunération et les avantages, aussi la sécurité de l'emploi et la relation à la vie privée. Bon, rentrons pas dans le détail de ça. Ce qu'on peut en retenir néanmoins, c'est ça fait un vaste panel de leviers. Pour nous, ça fait 12 dimensions. Alors c'est rigolo parce qu'il y a 2 semaines, je donnais une formation à des managers et il y a une dame qui, après cet exposé, me disait « Oh là là, ça en fait du travail !» C'est drôle parce que moi, je suis, bon, vous l'avez vu, plutôt d'un naturel optimiste, mais je me disais, bon, ça fait quand même beaucoup de leviers potentiels sur lesquels agir. À vous de voir comment vous interprétez cela. Alors, si on essaie de résumer cette manière... Oh, j'avais imprimé un petit texte sur... Ah voilà. Si on essaie de se faire un peu peur et qu'on lit un texte d'une demi-page sur à quoi ça ressemblerait un travail où on se sent bien. Donc je vous le lis. C'est le résumé de ces 12 critères, 12 dimensions. Alors ça va nous faire un peu peur parce que on a un peu de travail, mais bon, voilà. Voyons voir à quoi ça ressemble. J'ai un bon cadre de travail. Mon organisation agit de manière éthique, responsable et conformément à des valeurs auxquelles j'adhère. On m'informe et m'associe aux décisions. Les réorganisations sont bien menées. J'ai suffisamment de temps pour accomplir mes tâches sans urgence et le rythme de mon travail est bon. J'ai une bonne relation avec mon employeur, mes supérieurs hiérarchiques et mes collègues. Je les tolère. Les relations humaines sont empreintes d'entraide et de convivialité, en cohérence avec la qualité du dialogue dans l'organisation. Le travail est également bien organisé, les objectifs sont clairs. De plus, ma vie privée est prise en compte, y compris dans les horaires. Mon travail est intéressant en lui-même et utile. Je suis content du service que je rends aux clients ou aux usagers. Je me sens capable de faire mon travail, on me donne les moyens et je jouis d'une certaine marge d'initiative pour le faire. Mes résultats sont reconnus et justement récompensés. Grâce aux formations, je développe mes compétences. J'ai également des perspectives d'évolution. Enfin, je me sens confiant quant à mon travail et l'avenir de l'organisation. Au global, je suis peu stressé, peu absent et j'ai plaisir à aller travailler. Je jouis d'une bonne qualité de vie au travail et je le recommanderais à des amis. En plus, je me sens utile, fier, impliqué et motivé. Je trouve du sens dans mon travail, ce qui me permet de m'accomplir.
Voilà, voilà, voilà. Au boulot. Ok. Alors, maintenant qu'on s'est dit ça, qu'on s'est un petit peu fait peur, ou un petit peu donné un cap, une inspiration, on peut se dire, eh bien, c'est quoi les grands écueils pour avancer en direction du bien-être au travail? Et là-dessus, une première question à se poser, c'est quels sont les types d'entreprises? Et je vous invite à vous faire une petite introspection organisationnelle, une petite psychanalyse et savoir où est-ce que vous rentrez. Pour le cabinet PSIA, en lien avec Malakoff, eh bien, il y aurait 3 types d'organisations. Il y aurait qui font à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers d'organisations sont des organisations qui nous disent « Oh non, moi ça va, chez moi, il n'y a pas trop de souffrance au travail, ce n'est pas un enjeu très fort. » Donc ça, ils appellent ça les entreprises politiquement correctes. Okay. Ensuite, il y a un deuxième type d'entreprise qui, elle, serait celle où, oui, on reconnaît qu'il y a un enjeu, mais il n'est pas suffisant pour qu'on agisse tout de suite. Il y a de la souffrance, mais on a le temps, on verra ça plus tard, ce n'est pas une priorité. Donc ça, ils appellent ça des entreprises immatures. Bon, moi, je trouve ça un peu dur comme mot, mais bon. Et enfin, il y a un tiers des entreprises qui pensent que oui, c'est un enjeu, mais qui mettent des ressources pour agir en direction du bien-être au travail. Ces chiffres, ils datent de 2008, donc peut-être qu'ils sont à mettre à jour, parce que les choses ont probablement changé en 8 ans, en 6 ans. Deuxième manière de voir les choses, en se posant la question, comment réagissent ces entreprises? C'est de se dire, là j'avais envie de prendre une petite analogie, qui est de se dire, j'ai appelé ça le médecin, le juge et le philosophe. Alors le médecin, c'est une entreprise qui se dit, oh là là, les choses vont très mal, il faut faire en sorte que le malade ne meure pas. Donc c'est une approche urgentiste, on lutte contre les risques psychosociaux et on évite l'irréparable. Deuxième figure, la figure du juge. La figure du juge, c'est il y a une obligation qui fait que je dois me préoccuper du bonheur au travail. Cette obligation, elle est ou bien externe, parce que c'est la législation, la réglementation, le droit, ou bien elle est externe, parce que c'est la morale. Je dois le faire pour des enjeux de dignité humaine. Les hommes et les femmes ne doivent pas souffrir. Cette approche, elle est évidemment belle, c'est l'approche de la responsabilité sociale des entreprises qui se dit « j'ai des responsabilités ». Elle nous paraît intéressante. On a appelé ça le juge parce qu'il y a finalement une prescription extérieure, la morale ou la loi qui dit « il faut que tu agisses en tant qu'entreprise dans cette direction ». Et puis, on s'est dit, il y a un troisième paradigme, c'est celle du philosophe. Et le philosophe, lui, il pense à l'éthique, mais l'éthique au sens où quelle est ma bonne vie? Quel est mon bon chemin en tant qu'entreprise? Et ce bon chemin, c'est un chemin qui est bon pour moi et qui est bon pour les autres. Et cette entreprise, elle est intéressante parce qu'elle est suffisamment convaincue pour agir en direction du bonheur au travail, parce qu'elle sait que ça va être bon pour elle économiquement. Alors on peut se dire, bon c'est joli cette idée, mais est-ce que c'est vraiment comme ceci que les entreprises réfléchissent? Alors nous, on a identifié 5 grandes topologies d'entreprises qui sont en train d'avancer sur le sujet du bien-être ou du bonheur au travail. Le premier, eh bien, ce sont les entreprises effectivement qui sont malades, voilà, qui connaissent des difficultés, des suicides, etc. Donc elles font ça par urgence. Ce sont aussi des entreprises, deuxième type, qui ont des leaders éclairés, on va dire. Vous savez, où tout d'un coup arrive un nouveau patron, homme ou femme, qui croit vraiment en quelque chose, qui est humaniste, qui trace un chemin, qui parle de... On est quasiment dans le champ du leadership presque spirituel, au sens où il y a une vraie vision humaine. Il y a un troisième type d'entreprise, ce sont les entreprises qui ont ça dans leur ADN. Les entreprises peut-être plus anglo-saxonnes, où dès le début, il y avait une certaine culture du fun. Je ne suis pas en train de dire que le fun égale le bonheur au travail, mais en tout cas, c'est plus naturel pour ces entreprises.
Et puis, il y a deux types supplémentaires d'entreprises. Il y a celles qui sont exploratrices, qui disent « Bon, nous, on demande à voir, on va explorer. On va regarder si le bonheur au travail est un chemin intéressant en termes de compétitivité. Donc, on va lancer quelques petites actions, quelques petites initiatives, on va voir ce que ça donne. » Et enfin, il y a des entreprises qui font face à un problème stratégique, spécifique, peut-être tactique plutôt, qui se disent là, on a besoin de résoudre ce problème. Et je vais prendre l'exemple de Oman Oil Companies, qui, on n'a pas tous les mêmes problèmes en tant qu'organisation, eh bien, devait recruter 5000 personnes sur 2014-2015, de telle sorte à doubler la taille de leur organisation. Donc, se disant, on a ce challenge-là, ils se sont tournés vers les enjeux de bonheur au travail, en se disant, ça sera un moyen de recruter facilement. Donc, les entreprises, finalement, ont des attitudes variables, mais on les sent avancer pour diverses raisons, progressivement en direction de ce chemin. Malgré tout, elles nous listent des blocages qui font que pour elles, ça n'est pas facile d'agir sur le sujet du bonheur au travail. À votre avis, c'est quoi le premier frein? C'est quoi le premier frein? Pourquoi on n'avance pas sur le sujet du bonheur au travail? La confiance. La confiance entre les gens. On n'a pas confiance en quoi? On n'a pas confiance en l'autre. On n'a pas confiance en la direction. La complexité de l'environnement, les challenges liés éventuellement à la conjoncture. Le retour sur investissement n'est pas certain. La vie privée, effectivement. La vie privée, si je connais des aléas dans ma vie intime, dans ma vie de couple, dans ma vie privée, comment est-ce que ça va se traduire dans mon travail? Alors nous, on a essayé de répertorier ces trois grands types de blocage. Premier blocage, c'est on fait quoi? Vous ne l'avez pas exactement mentionné, mais il y a des entreprises qui répondent on a envie d'agir, mais on ne sait pas très bien. Donc ça, la réponse à ça, c'est savoir qu'est-ce qui marche, comment on s'y prend. Allons examiner des pratiques qui favorisent le bien-être au travail. Un deuxième grand type de blocage, c'est on ne peut pas agir. Ou bien c'est trop cher. Réponse qu'on peut apporter à cela, c'est un message important. Le bonheur au travail n'équivaut pas avec une politique sociale dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose d'important à casser. Quand on parle de bonheur au travail, on n'est pas en train de dire de nécessairement changer de locaux et doubler la taille des bureaux et augmenter les salaires de tout le monde. Ça, c'est un cliché qui est important à casser. Et on l'a vu par la diversité des leviers précédemment. Ensuite, on ne peut pas agir parce qu'il y a intrusion dans la vie privée. C'est vrai. Ça, c'est compliqué. Là-dessus, je dirais que la réponse que peut apporter l'entreprise est liée à sa culture. Est-ce qu'on est dans une culture où on s'autorise à aller voir un peu ce qui se passe dans la vie de l'autre, dans le transport jusqu'à son travail, voir un peu plus intimement ou pas? On est une entreprise très respectueuse de la vie privée, on n'examine pas ça. Et puis, il y a quand même ce sentiment, comme vous disiez, par là, de l'employeur qui est un peu désemparé. Il ne peut pas agir alors qu'il y a un lien fort avec la vie privée et que cette vie privée peut être bonne ou pas. Et là-dessus, ou en tout cas que l'individu en lui-même, il sera difficile de favoriser son épanouissement. Et là-dessus, j'ai un élément intéressant à vous apporter sur la valeur travail. Je m'assieds parce qu'on arrive à la fin de notre temps ensemble. Je fais une petite pause. Est-ce que vous avez entendu parler de l'Institut d'études Mars Lab? Oui, vous connaissez? Alors Mars Lab, ils ont fait une étude que j'ai trouvée intéressante, où ils ont demandé aux gens de dire les mots qui leur venaient à l'esprit quand ils pensaient au travail. OK? Et les mots que répondent les gens peuvent être des choses comme gagne-pain, comme labeur ou combat ou épanouissement. Voilà. On s'aperçoit que
selon la connotation positive ou négative de ces mots, eh bien, l'expérience, le vécu, le bien-être au travail est très différent. Et d'après eux, ça serait même le premier déterminant de mon épanouissement au travail. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire que la manière dont je perçois le travail en tant que valeur va déterminer comment je me sens dans mon travail. Si je suis fils si mon père est syndiqué depuis toujours, marxiste, trotskiste, et que pour lui l'employeur est le grand Satan, et si inversement ma mère travaille dans un métier qui l'épanouit depuis toujours et que j'ai cette figure-là à la maison, alors je vais concevoir différemment le travail. Et il résume ça d'une très jolie phrase qui dit « Les représentations surdéterminent le vécu ». Vous voyez ? La manière dont j'appréhende le monde va déterminer la manière dont je vis le monde. Donc effectivement, soyons tendres avec nous-mêmes, on fait ce que l'on peut, mais il y a des individus pour lesquels il est difficile de créer un cadre propice à leur épanouissement. Dans la rubrique des obstacles, on ne peut pas agir. Il y a aussi les enjeux, j'en parlais brièvement tout à l'heure, des institutions représentant le personnel. Les IRP. Ça, c'est délicat. Il y a une grande entreprise française qui nous a demandé de venir auprès d'elle apporter des réflexions, parce qu'après avoir signé un accord avec les syndicats, cet accord a été dénoncé finalement, parce que les représentants syndicaux sont revenus vers leur base, qui a dit « vous vous êtes fait manipuler par l'employeur, l'employeur va mettre en place des groupes de réflexion sur le bien-être au travail, qui vont court-circuiter le dialogue social formel, et on ne va donc plus pouvoir exister en tant que syndicat. » L'accord a été dénoncé, et l'entreprise s'est donc dit « nous, on va prendre une approche qui est à côté ou parallèle au dialogue social formel, en passant par les lignes managériales. » Donc ça, c'est un obstacle. Et je pense que nous avons collectivement un travail éducatif, pédagogique à faire avec nos partenaires sociaux, de telle sorte à leur montrer qu'ils ont un intérêt à se saisir du sujet pour accroître leur influence et favoriser le bien-être des collaborateurs. Peut-être que malgré tout, la troisième grande catégorie d'obstacles, c'est la plus délicate, ça n'est pas une priorité. Alors ça, c'est dur de répondre à ça. Moi, j'ai passé 35 minutes avec vous ce matin, au début, à essayer de démontrer le lien entre le bien-être et la performance. Maintenant, je trouve qu'il y a une phrase forte que j'aime bien partager, qui est « on ne convainc jamais les gens ». On peut, heureusement, sinon ça veut dire qu'on est infiniment malléable et qu'on n'a pas de véritable identité, mais on peut faire écho à des choses qui sont déjà là. D'accord ? Ça veut dire 32% des directeurs et directrices des ressources humaines, d'après un chiffre en 2010 des assises du mieux vivre au travail, considèrent que leur direction générale n'est pas convaincue par le côté stratégique du bien-être au travail. Donc là, on est un peu embêté. On ne peut pas convaincre les gens, mais on peut identifier des gens qui, eux, sont déjà motivés et s'appuyer sur ces personnes. Et puis une autre réponse simple, c'est de dire qu'il faut trouver des chemins qui sont faciles pour commencer, des petits pas pour avancer sur le chemin du bien-être au travail. Alors, pour terminer, j'aimerais faire la chose suivante. J'aimerais prendre un exemple de pratique du bien-être au travail. Et puis après, on a encore un autre moment, Frédéric, plus tard dans la matinée, où on pourra se poser des questions avec Edwidge et également partager d'autres pratiques. Là, voyons voir, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ou bien le thème du management, de l'organisation du travail, les emails ou les relations sociales. Qu'est-ce qu'on choisit? Dites-moi un sujet.
Comment? C'est vrai? Bon, ok. Moi, je vais pas très... Bon, bah oui, non, mais j'ai demandé. Ok, d'accord. Alors, vous avez vu... En fait, pourquoi je suis plus réticent? Parce que c'est peut-être l'endroit où je ne vais pas vraiment vous apporter de nouveautés, mais on va voir quand même. Les types de management qui sont en train d'émerger, vous le voyez, ce sont des managers qui, on pourrait résumer, au service d'eux. Il y a toutes ces réflexions et les mots que vous connaissez pour décrire ça, ce sont les managers coach, ce sont les managers disponibles, la porte de mon bureau est ouverte. Quelle est la proportion de mon temps qui est consacrée à être auprès de mes collaborateurs et non pas à faire mes choses à moi, à produire moi-même? Question simple. Est-ce que je suis un manager empathique? Des entreprises mettent en place des évaluations, voire des rémunérations variables en lien avec la perception de l'empathie des managers par les collaborateurs. Est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que je suis sensible au bien-être au travail? L'écoute, elle peut passer par différentes formes. Elle peut passer par le retour que je fais à des collaborateurs. Et il y a le directeur général de Mars, l'entreprise qui fait notamment des barres chocolatées, qui nous dit « Moi, je me suis regardé et, un peu lucide, je fais 3 feedbacks négatifs pour un feedback positif. » Bon, voilà, il est manager et donc il regarde plutôt ce qui ne va pas, là où il faut agir. C'est un peu naturel, on pourrait dire. Et il s'est dit, informé du fait que la contagion émotionnelle était plus forte dans le négatif que dans le positif. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais la science suggère que le ratio pour contrebalancer une mauvaise nouvelle, c'est 3 bonnes nouvelles. Voilà. Il s'est dit, moi, je vais plutôt essayer de faire, comme exercice pendant quelques temps, 3 feedbacks positifs pour un feedback négatif. Voilà un exemple. Autre exemple, la transmission de l'information pour expliquer le changement. Alors évidemment, ça voulait me dire, bon d'accord, qu'on dit du changement, il faut expliquer. Un chiffre que peut-être vous n'aurez pas à l'esprit, c'est que lorsqu'on interroge dans un autre univers que vous, je crois pas, pardonnez-moi, je ne sais plus, mais qu'il y ait des gens de la fonction publique dans vos organisations. Mais oui, merci madame. Eh bien, les cadres de la fonction publique nous disent, ce chiffre date de 2012, que pour seulement 10% d'entre eux, ils comprennent la raison des réformes de leurs administrations. Seulement 10% d'entre eux. On n'est pas en train de dire adhèrent, on n'est pas en train de dire sont activement engagés. On dit juste comprennent. Et puis pour terminer, je dirais que en termes de management, les enjeux de transparence sont fondamentaux. Et il y a une entreprise anglo-saxonne de restauration qui, elle, a tenté quelque chose d'intéressant en termes de management. On est presque dans la gouvernance, en fait, là, qui est le management à livre ouvert. Et elle s'est dit, cette direction générale, et si on faisait le pari de partager l'intégralité des informations stratégiques et financières de l'organisation avec l'intégralité des collaborateurs et des collaboratrices, à l'exception peut-être des stagiaires, je ne sais pas. Et d'après eux, leurs résultats économiques se sont vus augmenter parce que, quelle marque de confiance incroyable, on a le sentiment d'appartenir à une organisation, on a un sentiment de cohésion, l'employeur me fait confiance, et enfin, eh bien, je suis équipé au mieux pour travailler puisque j'ai toutes les informations. Vous connaissez, et je conclurai là-dessus, toutes les réflexions sur l'open gov, open data, toutes ces réflexions, open government, toutes ces réflexions sont sur le fait que si je mets à disposition des informations, je ne suis peut-être moi-même pas à même de savoir comment les gens vont l'utiliser. Mais in fine, cette information va s'avérer utile pour les hommes et les femmes qui vont en ajouter de la valeur à partir de cette information. Donc voilà un exemple. Je conclurai ce temps ensemble en vous disant, peut-être par un message d'espoir, et on va continuer à en parler ensemble tout à l'heure avec Edwidge, mais en disant qu'on commence à comprendre le lien entre bien-être et performance, on commence à comprendre les blocages et on a quelques pistes pour lever ces blocages. Et puis, aujourd'hui, on n'a plus vraiment l'excuse de dire on ne sait pas quoi faire, parce que si on regarde l'organisation à côté de nous,
si on regarde la littérature, si on regarde la richesse de ce qui est mis en œuvre, eh bien on voit des réponses. Et évidemment, je ne dis pas que ces réponses sont adaptées à chacune de nos entreprises, mais elles peuvent être appropriées, intégrées, réfléchies, malaxées pour fonctionner dans la nôtre. Donc je nous invite à nous saisir de ces informations, à agir et à trouver un joli chemin en direction du bonheur au travail. Je vous remercie. Merci beaucoup Alexandre. Donc la preuve par l'exemple pour convaincre nos dirigeants que ça fonctionne et les choses suivront. Je vous invite donc à aller faire une petite pause café dans la salle où nous étions tout à l'heure. Je rappelle que nous avons des stands donc, de nos partenaires. Alors même, je ne sais pas s'il pleut ou pas, on va avoir la surprise. Il ne pleut pas, donc ne restez pas forcément trop sur la terrasse et visitez donc les stands d'AG2R La Mondiale, d'Altedia, de Vecteur Psy qui sont là aussi, Acte Méditerranée, les crèches People et Baby, on a parlé, Chèque Déjeuner et FACE, la Fondation Agir contre l'exclusion, qui est notre partenaire historique et qui sont là également. Voilà, on se retrouve dans 20 minutes pour continuer avec les intervenants italiens. Merci. Dans 20 minutes, 20-25 minutes.